Bonjour à tous, est-ce que je suis en direct sur l'Afrique d'une seule voix? Bon, il n'y a encore personne, donc j'ai le temps de vous annoncer le programme. Nous allons aborder deux sujets importants aujourd'hui. Alors, deux sujets importants. Comment vaincre la maladie? Nous allons partager le témoignage bouleversant et enrichissant d'un couple que vous connaissez sûrement. Ils sont très présents sur les réseaux sociaux. J'ai cité Charles et Carole Tchoréré. Ils ont passé des heures, des semaines, des mois, de longs mois, dans une adversité, j'ai envie de dire, insurmontable. Et ils ont tous les deux réussi à vaincre l'insurmontable. Charles Tchoréré accepte de témoigner sur ce qui lui est arrivé. Et donc, il partagera dans quelques instants son témoignage avec Carole. Et puis, nous commencerons avec un spécialiste en immobilier. Il s'appelle Stevens Jeko. Voilà, j'espère que je n'écorche pas son nom. Alors, c'est quelqu'un qui va beaucoup vous apporter si vous vivez en France, en Occident, aux États-Unis, au Canada, mais surtout en France. Voilà, il est spécialiste dans l'immobilier et il vous donnera des conseils si vous souhaitez acheter. Voilà, il a 30 ans d'entrepreneuriat, il est conseiller en stratégie d'investissement immobilier, top 1 du meilleur vendeur immobilier. Il a des compétences en crypto et blockchain. Il est fondateur d'un club de femmes qui investissent, Woman Invest Club, et il est coach pour entrepreneurs. Je ne sais pas si vous êtes connectés. Pour ceux et celles qui le sont, eh bien, envoyez des likes et puis partagez. Partagez, c'est très important de partager l'information. Alors, je regarde si, oui, nous sommes sur la page Facebook L'Afrique d'une seule voix et donc je vais partager donc ce lien à toutes les personnes qui ont besoin d'informations essentielles et stratégiques. Donc je rappelle le sujet, c'est comment vaincre la maladie, comment surmonter l'insurmontable, surtout quand on est en couple. C'est très important en fait. Et cette émission est importante parce qu'elle s'adresse à la nouvelle génération qui, ce que je lis sur les réseaux sociaux le démontre en fait. On est face à une jeunesse, une génération qui est un peu perdue, qui a besoin de repères, de référents, et nous sommes là pour ça. Alors je me présente, je m'appelle Eugénie Dieki, bien sûr vous me connaissez, n'est-ce pas? Et je présente le journal des diasporas africaines sur l'Afrique d'une seule voix. Si vous souhaitez poser des questions pendant l'émission, c'est l'occasion de le faire. Alors, je vais d'abord commencer par introduire mon premier invité, Stevens Jeko Menon. Et j'espère qu'il est là. Stevens. Bonjour Eugénie, comment vas-tu? Je vais bien. Et Ça va, toi? en pleine forme. Ok. Alors, donc, je t'ai présenté. Tu as vraiment le profil de personnes dont on a besoin sur l'Afrique d'une seule voix, dont l'Afrique a besoin, dont la diaspora a besoin. Donc, j'ai dit que tu es dans l'entrepreneuriat depuis 30 ans. Ce que je peux dire, en fait, c'est que tu es quelqu'un de lumineux, de stratégique, de pragmatique. Tu es le top 1 en vendeur immobilier. Et on va parler aujourd'hui d'une question fondamentale que beaucoup d'Africains se posent, mais peut-être pas de la bonne façon. C'est-à-dire que beaucoup d'Africains vivent en France depuis très longtemps et ils naviguent entre deux eaux. Ils se disent, est-ce que j'investis ici? Est-ce que j'investis en Afrique? Alors, c'est une grande question parce que c'est pas facile en fait de se décider. Bon, je te poserai beaucoup de questions, mais est-ce que tu pourrais te présenter à nos internautes, à ceux qui nous suivent? Avec plaisir Eugénie. Alors tout d'abord, merci de m'inviter à Afrique d'une seule voix. Il est clair que le sujet est assez vaste et je m'efforcerai à prendre le temps d'expliquer
comment, pourquoi investir en immobilier et tous les à côté de l'immobilier. Mais le plus important, c'est que je m'attellerai à simplifier l'information. Oui. Alors, il va sûrement y avoir des petits soucis de réseau, oui. Des petits soucis de réseau. On fait avec, n'est-ce pas? Alors, partagez le live, s'il vous plaît. Partagez le live en attendant que Stevens soit à nouveau parmi nous. Alors, je rappelle le sujet, les deux sujets aujourd'hui. Comment vaincre la maladie. Nous aurons le témoignage d'un couple emblématique, Charles et Carole Choréré. Et puis, pourquoi acheter dans l'immobilier avec Steve Giacomenon. C'est dans quelques instants. Alors, je vais voir si je peux rafraîchir la page. Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, je vais introduire le couple. Je vais les introduire. Charles et Carole, bonjour, comment allez-vous? Bonjour Eugénie, on va très bien, merci. Bon, bien, merci. Ça me fait plaisir de vous voir, de vous entendre, de voir la lumière qui se dégage de votre couple. Alors, comment vous présentez? Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur vous? Charles, pour commencer. Écoutez, je suis au départ, je dirais au départ, un ancien de Cher. J'ai travaillé pour Cher pendant de nombreuses années. Et puis là, je suis aujourd'hui maintenant à mon propre compte avec ma charmante épouse. Et maintenant, en quelques mots, c'est ça. Donc, nous sommes des entrepreneurs. Nous travaillons pour nous-mêmes. Parce que au bout d'un moment, on a essayé donc de nous mettre à notre propre compte. Et en quelques mots, c'est un peu ça ce que je suis aujourd'hui. Oui. Et tu apprends en fait aux retraités à bien préparer leur retraite. Hein. Mais c'est pour ça, en fait, c'est pour ça que j'ai une émission que j'avais commencée sur l'Afrique d'une seule voix. L'Afrique d'une seule voix. Et je suis, à cause des raisons de la mentalité, j'ai dû donc quitter la chaîne pour me consacrer donc sur ma mentalité, sur ma réadaptation. Voilà, c'est ça. On va expliquer. Alors moi j'aime les sujets comme cela parce que ça permet de briser beaucoup de tabous. J'ai connu un Charles il y a 2 ans qui parlait de façon. Un an et demi. Ouais, d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est toi qui m'as encouragé à lancer cette chaîne. Tu me disais, mais Africa numéro 1 est en train de nous quitter. Eugénie, il faut vraiment que tu te lances. Et j'avoue que c'est toi qui as été le détonateur de pourquoi cette radio, je l'ai créée. Vraiment, je te remercie. Et donc, tu as intégré l'équipe et tu proposais une émission qui s'appelait Bonjour Retraite pour accompagner les personnes qui veulent bien finir leur retraite. Et c'est un sujet important. Et pendant toute cette période où tu étais malade, on ne t'a pas lâché, on était présents, on prenait souvent des nouvelles et Charles ne parlait pratiquement, n'est-ce pas, Carole? C'est ça, Charles. Bonjour tout le monde. Déjà, bonjour à toutes les auditrices, à tous les auditeurs, à tous ceux qui ont pris le temps de se connecter avec nous. Merci Eugénie pour ton invitation. Nous nous sentons vraiment très honorés et bénis surtout. Voilà, tu nous fais revenir sur les réseaux sociaux en quelque sorte. Oui. C'est notre deuxième grande sortie. Et bonsoir à Stevens également. À Stevens. Oh. Voilà. Alors, c'est ça, c'est le retour de Charles en public, comme ça, sur les réseaux pour la première fois. Ouais. Et Charles est en pleine convalescence encore. Il a été malade pendant, ça a été 1 an de maladie. Le pourquoi de notre retrait, on n'a pas eu le choix. Le pourquoi de notre retrait, tout a commencé en juillet 2022, donc l'année dernière, avec une embolie pulmonaire. Et par la suite, à partir du mois de septembre, eh bien, ça s'est compliqué. Ça s'est compliqué. Oui. Voilà, on va y revenir. On va y revenir. Alors, Stevens, est-ce que tu m'entends, Stevens?
Tu es là? Allô? Tu m'entends? Les réseaux sociaux, j'adore. Parfaitement. Parfaitement. Il faut s'y faire. Oui. Il y a des... C'est dur, un suis là. moment reste figé, un moment... Vous m'entendez Oui, parfaitement? Steve, tu m'entends? Oui, vous m'entendez? Oui, Moi, j'entends tout le monde. ok. Alors, Charles et Carole, Moi, je vous entends. Ouais, Ok, tu t'entends très bien. Number ok. one. Ouais, parfait. Alors, Moi, pourquoi... je vous entends parfaitement. Oui, tu veux intervenir? Qui veut intervenir? Je crois que Stevens dit qu'il n'entend pas. Moi, je ne vous sais entends pas si- parfaitement. Ah bon, Ah, d'accord. d'accord. Ok, super. D'accord. Tout va bien. Alors, Stevens, est-ce que tu conseilles des couples dans ce que tu sais faire le mieux dans l'immobilier qui souvent décident de l'achat d'un bien immobilier dans le couple? Oui, régulièrement, c'est mon premier type de client. Aujourd'hui, j'ai quand même plus de 5000 clients à mon actif. Je suis conseiller en gestion et création de patrimoine depuis 25 ans. On va dire que je n'ai fait que ça. Et j'ai exploité l'immobilier de long en large, en travers, pour moi-même, par moi-même, en personne physique ou en personne morale, en France et parfois même à l'étranger. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai un constat très simple. On se pose souvent la question, pourquoi investir en immobilier? Pourquoi le faire maintenant et pourquoi ne pas le faire plus tard? Pourquoi le faire en France et pourquoi le faire et pas le faire au pays? Il ne faut pas oublier que la première chose la plus importante après avoir mangé, c'est de se loger. Ben, c'est basique, ça c'est le besoin de base, oui. C'est basique. Ça veut dire qu'il y a des business de nécessité. L'immobilier est une nécessité. Ce n'est pas un loisir, c'est une nécessité. Donc, Oui. il faut commencer par là. Pour être relativement clair, puisqu'on parlait tout à l'heure de la retraite, celui qui, à la retraite, a des problèmes de pauvreté, c'est souvent celui qui, à la retraite, paye encore un loyer. Oui. C'est très simple, ce sont des statistiques. Celui qui, durant son activité professionnelle, s'engage à trouver des solutions pour ne plus avoir de loyer à payer, il est exclu des statistiques des retraités pauvres. Donc, je reviens en fait à l'immobilier relativement simplement. Soyons clairs, vous êtes salarié. Vous payez des impôts sur votre salaire, que vous soyez indépendant ou que vous soyez salarié, vous payez des impôts sur votre salaire. Avec la sueur de votre front, vous allez essayer d'investir, de faire des projets, de bâtir des choses telles que vous le pouvez avec vos petits bras. Le monde ne fonctionne pas avec son propre argent. Le monde fonctionne avec un levier financier. Et ce qui permet d'avoir un levier financier, c'est l'immobilier. Qui fait qu'on ne vit pas de son salaire, on vit de ses investissements. Et celui qui reste dans son champ de salaire se retrouve à avoir de quoi payer ses dettes et ses charges. La vie n'a pas pour but de payer des dettes et des charges. Ce n'est pas parce que nous ne l'apprenons pas à l'école que l'investissement, la maîtrise un minimum des chiffres ne doit pas être une logique implacable. Donc, pour faire simple, pourquoi investir dans l'immobilier? Parce que c'est une manière d'assurer un minimum son avenir. Pourquoi investir en France ou au pays ou ailleurs? Très simplement, investissez là où vous avez mis un jour les pieds, là où vous avez bâti des souvenirs, là où vous avez créé une famille, car vos enfants vous regardent et vos enfants peut-être auront d'autres champs de vision. Ils iront bâtir ce qu'ils ont appris de leurs parents dans d'autres pays. Je vis en France depuis 20 ans, je dois avoir une propriété terrienne en France. Il sera plus facile de revendre cette propriété terrienne pour aller construire au pays que essayer d'économiser péniblement de l'argent pour un jour construire quelque chose au pays quand je serai très fatigué.
Nous n'aurons pas le temps en une émission de tout couvrir, mais oui, c'est pour ça qu'on te retrouvera tous les mardis, toutes les manières. Voilà. C'est vraiment de comprendre, la première chose qu'il faut comprendre, votre argent gagné à la sueur de votre front n'a pas pour but de vous enrichir ou d'être utilisé à vivre de cela. On s'enrichit avec... À juste payer les factures, quoi. Cet argent ne sert pas à juste payer les factures. Et il suffit simplement de sortir du champ habituel, de ce fonctionnement et de ce schéma, et on prendra le temps chaque semaine à y travailler pour comprendre qu'il faut utiliser le levier. L'argent qu'on génère par le salaire ou par l'indépendance, nous sommes en activité active, c'est pour avoir une crédibilité auprès d'une banque, pour qu'elle nous prête de quoi investir en immobilier, que ce soit en résidence principale pour s'y installer, sans excès, toujours sans excès, ou que ce soit pour un investissement locatif, c'est-à-dire un locataire qui va payer le remboursement de crédit. C'est aussi simple que ça. Des familles entières se sont enrichies, des communautés se sont enrichies par ce moyen très simple. J'achète un bien, je mets un locataire dedans, je conserve, et je recommence, et je recommence, et je recommence. Au bout d'un moment, la famille possède un empire immobilier et un empire solide. Alors, pourquoi il y a Steven, sans t'interrompre, je ne sais pas si Charles et Carole ont des questions à te poser, vous pouvez lui poser des questions, hein. Je pense que c'est un sujet important. Tu parlais de communauté, alors j'aime des fois prononcer ce mot, et des fois pas, parce que sinon on tombe dans une espèce de schizophrénie qui consiste à dire, nous les Noirs en France, nous les Africains, on ne peut pas investir dans l'immobilier parce que les banques ne donnent pas forcément, nous accordent pas plus facilement de crédit que les Français de souche, parce qu'on vient d'ailleurs, même si on est Français. Alors, est-ce que je raconte des histoires quand je te dis ça? Ne raconte pas d'histoires, car ce sont des histoires morales, psychologiques et bloquantes. Quand on est locataire et qu'on cherche un loyer, effectivement, le faciès est le point primordial. Il ne faut pas se mentir. Mais quand on investit, l'avis d'imposition, les relevés de compte, les fiches de paye, c'est aussi froid et aussi clair. Un banquier va mettre les documents dans sa calculette et il va sortir un taux ou un prêt. C'est surtout quand on investit qu'il n'y a plus de couleur. On a une égalité homme-femme dans l'investissement. Si j'ai créé le Women Invest Club, c'est parce que j'avais des femmes majoritairement qui investissaient et les femmes avaient finalement, une fois qu'elles avaient tout compris, de meilleures capacités d'investissement que les hommes. Mais pourquoi les femmes aujourd'hui sont minoritaires dans l'investissement? Parce que c'est un plafond de verre. Nous, Africains ou communautés, nous avons un plafond de verre naturel parce que on ne nous a pas enseigné à investir. Et pour prendre l'exemple de la France, qui est un très beau pays, sur le top 20 des pays en Europe où il y a le plus de propriétaires, le top 20 en Europe où il y a le plus de propriétaires, la France est classée, écoutez bien, 18e. La Roumanie, les pays de l'Est, l'Espagne, le Portugal, Londres, tous les pays quasiment sont devant nous. Donc, si vous êtes au rythme déjà de la France, vous essayez d'investir. Mais si vous vous posez déjà des questions alors que vous êtes en France, à vous demander s'il faut investir, vous êtes déjà en dehors du vrai système. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien comprendre que l'investissement qui se fait avec vos revenus et avec la banque n'a pas de couleur. Et la communauté africaine a besoin de comprendre simplement que l'argent, quand il vient dans notre communauté, il vient et au bout de 0,5 fois, il ressort. Il y a d'autres communautés où l'argent tourne 12 fois. Et le fait d'être propriétaire terrien nous permet d'apprendre et de comprendre comment générer en fait un patrimoine solide. Et ce patrimoine, ça commence très simplement avec les documents qui permettent déjà d'avoir une banque qui nous fait confiance. J'ai fait des prêts immobiliers à une femme qui était femme de ménage à la mairie. Femme de ménage. Une femme de ménage, oui. C'est pour demander quel est le profil justement d'un investisseur. Aujourd'hui, en fait, les profils sont les salariés ou les personnes actives stables. C'est ça le profil. Et on adapte. Effectivement, on ne peut pas, avec 1 500 € avoir comme objectif d'acheter un immeuble. Mais j'ai déjà
permis à des personnes qui gagnaient peu, surtout par le passé, d'avoir un bien immobilier adapté à leur capacité d'emprunt. En fait, il faut simplement inverser les choses. Pour investir, il faut d'abord comprendre quelle est notre capacité d'emprunt, quelle est notre possibilité, et ensuite adapter l'investissement en conséquence. Et si on est petit, eh bien on y va tout doucement et par étapes. Mais on peut dire seulement, on peut dire donc le prêt, le premier prêt en fait dépend au départ d'abord du tout premier. C'est-à-dire que lorsqu'on a le premier investissement, une fois qu'on a, de là, ça va être beaucoup plus facile quand ça marche bien. Est-ce qu'on peut dire de ça? Il faut comprendre que la courbe d'expérience doit être démarrée. On peut avoir pour projet de conquérir le monde avec l'immobilier, mais on peut commencer par quelque chose de petit qui est à notre niveau, qui fait que si on se trompe, on pourra réagir, on pourra rebondir. Parce que la courbe d'expérience est exponentielle. Si vous prenez un meuble Ikea, que vous le montez, vous allez mettre peut-être 2 heures ou 3 heures pour monter ce premier meuble. Mais si vous démontez 2, 3 mêmes meubles, je vous garantis qu'au bout du 5e meuble, vous le montez en 30 minutes. Donc, on n'est pas sur une courbe linéaire, on est sur une courbe exponentielle. Il faut commencer la première étape, qui est la psychologique. Est-ce que je suis prêt à emprunter ou pas? Si je ne suis pas prêt à emprunter, pourquoi? J'ai peur du crédit? Oui, parce qu'on peut confondre le prêt à la consommation, pour partir en vacances, acheter des meubles, se faire plaisir, ou acheter même des baskets pour certaines personnes. Donc, acheter un actif qui se déprécie, qui perd en valeur, ou acheter de l'actif qui s'apprécie, comme l'immobilier, ou comme d'autres valeurs. Il y a des personnes qui achètent même des voitures de collection qui prennent de la valeur. Quand on achète un actif qui s'apprécie, le prêt devient bon. Et c'est pour ça que les entreprises, l'État, les banques utilisent l'emprunt, renforcent leurs compétences avec de l'immobilier et continuent leur activité. Et c'est exactement ce qu'un individu africain ou autre doit faire. Mais nous, Africains, devons comprendre que notre force réside en notre situation patrimoniale, salariée ou indépendant. On est en situation stable, on doit chercher et rentrer dans le processus d'investissement. Et on doit l'apprendre dès le tout jeune âge. C'est la base des bases des bases. Et comme ça, on ne sera au rythme, non pas de la France qui est déjà en retrait par rapport à ça, mais peut-être au rythme des Londoniens. Quand vous allez à Londres et que vous parlez avec des Anglais, avoir 5, 6, 7 appartements, c'est quelque chose de normal. Donc, pour revenir simplement sur les choses simples. Oui, c'est moi, c'est mon téléphone qui. C'est des gens qui m'appellent, mais. Il faut pouvoir comprendre que si on attend un système de retraite ou de revenus potentiels demain, le monde va très vite. Donc, on doit comprendre qu'en prenant nos documents, en négociant avec la banque, qui va analyser notre dossier, qu'on soit noir, qu'on soit de la communauté, qu'on soit africain, il n'y aura pas de problème de faciès car je l'ai testé. Et des Mamadou Camara que j'ai eu en client ont pu acheter un bien, 2 biens, 3 biens immobiliers. Et une fois qu'ils ont compris le fonctionnement, eh bien, ils vont pouvoir même investir à travers des montages de SCI et acheter avec d'autres personnes et ensuite renforcer le patrimoine. Je vais terminer, avant de vous laisser me poser une autre question, sur une histoire d'un ami qui était un peu un loser, pour être honnête. Et le père n'était pas très présent, assez absent. Le père est décédé. La famille s'est aperçue que le père avait 12 appartements. 12 appartements. 12 appartements, mais en secret, parce qu'il avait suivi son cheminement, sans rien dire à personne. Cet ami loser est tout à coup devenu gestionnaire d'un patrimoine immobilier. Et là, il s'intéressait. Pourquoi? Parce que quand on achète un bien immobilier, vous savez, si vous décédez, tout le crédit est remboursé, donc les enfants héritent du patrimoine. Et là, il s'y est intéressé. Et là, il a compris l'importance de ce que faisait son père et le silence qu'il avait à ne pas participer au palabre, par exemple. Eh bien, ce père a laissé un héritage monumental à la famille et à la lignée de cet enfant, car lui-même continuera à investir, ses enfants continueront à investir, parce que finalement, le patriarche a créé la direction de la famille.
il avait une vision. Tu parlais de mindset tout à l'heure, c'est important. Ça veut dire qu'il faut, il faut se définir, se fixer un objectif. Hein. Je veux par exemple acheter un appartement cette année ou dans les 2 ans. Ça veut dire qu'il faut voir son mode de consommation, il faut faire des sacrifices. Enfin, comment ça se passe? Il faut faire une analyse, mais en fait, il faut même faire plus simplement. C'est, j'ai ma situation professionnelle. Un jour, je serai à la retraite. La retraite est un système qui est en mouvement et qui est décrié. Oui. Donc, c'est une retraite incertaine. Donc, qu'est-ce que je fais face à l'incertitude? Je me prépare. Et c'est simplement le fait de se dire je vais me préparer qui est déjà le déclencheur. À partir du moment où on souhaite se préparer, on s'informe et on se construit. Donc le mindset est important. Et si vous êtes entouré de personnes qui n'investissaient pas, vous allez penser que investir est dangereux ou investir est risqué. Vous savez, quand on investit, on a une durée limitée dans le temps du financement. Mais quand on est locataire, on a une durée illimitée dans le temps. Oui. Jusqu'au dernier jour de notre vie, on devra payer le loyer que l'on a créé un jour. Et ça ne s'arrêtera jamais. Alors, j'ai une question pour toi. Oui. J'aimerais savoir ce que tu dirais à ceux qui disent, par exemple, écoute, moi, je vais investir en Afrique. Je vais, par exemple, construire une maison en Afrique parce que je dois investir chez moi. Qu'est-ce que tu peux donner donc conseil? Parce qu'en plus, on envoie cet argent à un frère ou à une sœur qui va suivre les travaux. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Je vais leur dire que c'est une noble cause. Mais pour vous répondre, je vais donner un exemple d'une amie africaine qui a voulu acheter sa première résidence principale. Et je lui ai dit non, tu n'achètes pas ta résidence principale. Pour l'instant, tu n'as pas besoin de financer une charge. Tu vas investir dans le locatif et rester chez ta mère. Et une fois qu'elle a compris le fonctionnement de l'investissement basique en France, elle m'a dit c'est bon, j'ai trouvé des terrains à Zanzibar et je veux investir là-bas. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a utilisé le levier financier de la banque. Elle a fait un prêt pour investir à Zanzibar. En 4 ans, elle s'est retrouvée à la tête d'un patrimoine de 800 000 euros. Pourquoi? Parce que quand on investit au pays, on investit l'argent de la sueur de son front. On peut gagner 2 000 euros, on met 1 000 euros de côté tous les mois et on se restreint. C'est un fonctionnement qui est noble, mais ce n'est pas un fonctionnement qui utilise le levier financier et la base même de l'économie dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Alors que si j'achète et j'investis en France, je prends un exemple, j'achète une maison et la banque voit que je suis propriétaire. Je fais un investissement locatif. La banque voit que je fonctionne très bien. Eh bien, je peux demain dire à la banque, j'ai besoin d'une ligne de financement pour faire des travaux. Peu importe où seront les travaux, peu importe où sera la construction, mais la banque va financer. Et pour le pays, parfois, c'est 50 000 euros, 60 000 euros. Mais c'est financé par la banque, qui fait qu'à ce moment-là, le projet du pays qu'on voulait construire un jour, on le construit beaucoup plus tôt et beaucoup plus facilement avec les compétences, les connaissances requises pour cela. Et puis, pour aller encore plus loin, celui qui va acheter même sa résidence principale en France et qui demain veut retourner au pays pour investir là-bas, eh bien, quand il revend sa résidence principale, il arrive avec un capital qui est relativement important. On n'est pas sur un projet comme on le fait parfois au pays, un étage, on habite dedans, un deuxième étage, on habite dedans, un troisième étage, et un jour, peut-être, Inch'Allah, l'immeuble se terminera. Non. Quand on construit, on commence, on termine, et si on doit le rentabiliser, on rentabilise. C'est comme ça que l'économie fonctionne. Alors, est-ce que il n'y a pas une crise immobilière? Il semble qu'il y a une crise immobilière, Stevens. Est-ce qu'il vaut mieux ne pas attendre? Vous savez, oui. Attendre, c'est souvent ce qui nous permet de nous sentir mieux. Alors, premièrement, il n'y a pas une crise immobilière, il y a une crise psychologique. Okay? Parce que c'est actuellement que les investisseurs se font plaisir. Pourquoi? Parce que comme les banques ont 70% de refus de prêts, eh bien, ceux qui peuvent acheter négocient fortement
et ils trouvent de belles opportunités. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que c'est une crise psychologique pour la masse, pour ceux qui ne connaissent pas et qui écoutent les autres. Et les investisseurs savent que c'est le moment, parce que les banques prêtent, mais les banques prêtent non pas aux professionnels, enfin, non pas aux particuliers facilement, mais aux professionnels, parce qu'il faut comprendre une chose, la psychologie en France, par exemple, c'est que les lois françaises sont faites pour se protéger de lui-même. Donc, si une banque vous endette, vous pouvez, vous, en tant que particulier, porter plainte contre la banque qui vous a endetté. Okay. Mais si vous arrivez avec un projet immobilier, avec une stratégie d'investissement très simple, un prévisionnel, un business plan, et que vous démontrez à la banque que vous pouvez investir, la banque va vous financer. Donc, il faut comprendre cette psychologie-là, déjà, par rapport au prêt. Donc, c'est finalement un environnement un peu maussade qui fait qu'on a l'impression que c'est une crise. Mais l'immobilier ne s'est pas resserré. L'immobilier n'a pas perdu en valeur. L'immobilier, aujourd'hui, reste relativement solide. On a des variantes, mais on n'est pas dans une crise immobilière. On n'est pas dans une crise des subprimes comme aux États-Unis. Parce que la France régule, elle met tellement de temps à financer les prêts qu'elle régule elle-même l'immobilier. Donc, celui qui a investi en période de crise en 2008 a fait x2, voire x3 de sa valeur. Et là, on était sur une presque crise immobilière. Parce que quand on achète un bien immobilier, je repose encore la question, quand on achète un bien immobilier et qu'on le fait financer par un locataire, ça veut dire que le locataire capitalise du patrimoine pour nous. Donc, que je le fasse maintenant ou que je le fasse avant, mais si je le fais maintenant, je vais gagner du temps de capitalisation car l'immobilier est un cycle lent. Je gagne sur 7 ans, 8 ans, 9 ans. Mais si je le fais dans 10 ans, l'immobilier s'est adapté. Donc, je gagnerai dans les mêmes proportions. Parce que quand les taux étaient très élevés, l'immobilier était plus bas. Quand les taux étaient très bas, eh bien, l'immobilier pouvait être plus élevé. On a toujours une compensation. Et je ne vais pas rentrer dans l'aspect fiscalité, mais il faut simplement comprendre que quand les taux sont très hauts, on a des avantages fiscaux beaucoup plus importants. Et quand les taux sont très bas, on a des avantages fiscaux moins importants. Donc, quand on est dans un équilibre, fiscalité-gain, on trouve un certain équilibre. Je ne veux pas rentrer dans la technicité. Oui. Et le fait d'investir maintenant ou plus tard, on perd de l'argent. Tous ceux qui ont investi en période de crise en 2008 ont gagné de l'argent. Tous ceux qui ont suivi un cheminement, étape par étape. Je ne parle pas de partir sur un plan émotionnel et vouloir acheter un immeuble parce qu'on a vu à la télé que des amis vendaient des immeubles et qu'on est tous motivés et on va mettre des sommes. Non, très simplement. On y va par étapes. Ceux qui investissent à 18 ans, sont sûrs, je me dis quasiment sûrs, d'arrêter de travailler à 40 ans. Ceux qui se posent des questions à 45 ans sont presque sûrs de se poser de grandes difficultés et encore des questions à 50 ans. Donc, ça veut dire qu'à la retraite, si on décide, à 5 ou 7 ans avant la retraite, si on décide d'investir dans l'immobilier, c'est trop tard, en fait. Ce n'est pas trop tard. C'est encore faisable. Mais plus nous avançons dans le temps, plus c'est difficile. Et pour une histoire très simple, c'est que quand on fait un prêt immobilier, c'est l'assurance qui fait foi. Donc, l'assurance qui nous finance, par exemple, sur une durée de 25 ans, elle va regarder notre état de santé. Oui. Vous vous doutez bien qu'on est beaucoup plus en forme à 20 ans, 25 ans. 20 ans qu'à 50 ans. Ça, c'est sûr. Maintenant, si je veux investir à 50 ans et que je mets de l'argent de côté d'un côté, autant d'argent de côté que je veux, et que de l'autre côté, je fais un petit levier financier, un petit investissement locatif, et 2, et 3, et 4, eh bien, j'aurais fait beaucoup plus, peut-être ça se compte x3, x4, beaucoup plus que si je mets de l'argent de côté pour espérer avoir un capital. On ne travaille pas avec son propre argent. Règle numéro 1, on travaille avec l'argent des autres et particulièrement l'argent des banques parce que les banques financent l'immobilier, parce que c'est la valeur refuge de base de l'économie. Exactement. Les grandes entreprises investissent dans l'immobilier parce qu'elles savent que derrière, quand on regarde l'actif de l'entreprise, on voit de l'immobilier, ça rassure. Je suis un Africain, j'ai investi dans l'immobilier, j'ai 10 appartements,
ça rassure la banque et la banque nous prêtera tout ce qu'on veut. On veut créer un restaurant, elle nous prêtera. On veut créer un salon de coiffure et être propriétaire des murs, on en parlera plus tard. Oui. Être propriétaire des murs et pas simplement être locataire d'une personne qui est le gérant. Non, 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 non. À quel moment on parle de puissance, même communautaire? Oui. Puissance communautaire, c'est pas sur la religion, c'est pas sur même le niveau de couleur ou de. C'est pas sur les revendications non plus. Sur le capital, car si vous arrivez avec un capital foncier important, parce que vous avez été très malin, vous avez fait un bon contrat d'investisseur, et bien quand vous allez voir le banquier vous déroule le tapis rouge. Surtout que ce n'est pas des investissements farfelus sur des subsidies, c'est pragmatique, de la pierre. Et vous êtes en France. Imaginez-vous que quand vous dites au banquier, monsieur le banquier, on a un projet à Cotonou, on veut du capital, vous savez comment on fonctionne, on a besoin d'une ligne de 500 000 euros. Le banquier, il va le faire. Pourquoi? Parce que vous avez les garanties, vous avez bâti le patrimoine et vous avez drainé des personnes qui ont fait ce cheminement-là. J'ai un revenu, je rends mes relais de compte propres, bien évidemment. J'évite les prêts à la consommation pour partir en vacances. Oui. Forcément, il y a un minimum requis. Je mets un peu d'argent de côté car c'est un peu la nécessité aujourd'hui. Et je vais voir les banques. Et si j'ai 20 refus, eh bien, j'aurai peut-être une banque qui me dira oui, mon premier appartement que j'ai acheté, mais j'ai eu des refus de tous les côtés. Mais comme c'était ce que j'avais appris, moi, ça me paraissait normal d'avoir des refus. Parce que les banques font des refus. Personne a... Et ça n'a rien à voir avec la couleur. Hein. Rien à voir, ce sont les documents. Aujourd'hui, même les documents sont numérisés. Donc, on ne se pose même pas la question. Moi, j'ai une question, Steven. Est-ce que vous accompagnez... voilà, on a parlé des profils tout à l'heure. Je dirais, est-ce que vous accompagnez les personnes qui ont besoin d'un assainissement financier, je veux dire, les personnes endettées, mais qui aimeraient aussi, oui, investir. C'est pas parce qu'on est endetté qu'on peut pas rêver. Voilà, donc comment ça marche? Parce que je sais que du côté nord-américain, il y a ce service qui est offert pour des personnes qui souhaitent investir, mais par exemple, qui ont d'abord besoin de faire le ménage au niveau de leurs finances, régler la majorité de leurs dettes. Je veux dire, comment ça fonctionne? Tout fonctionne en réseau. Ce n'est pas ma spécialité de traiter l'endettement des ménages. C'est pas ma spécialité, puisque ma spécialité, moi, c'est de permettre à une personne qui ne sait pas qu'elle peut le faire, qu'elle puisse le faire. Je pars du principe qu'il y a des personnes qui ne savent pas qu'elles peuvent faire, mais qu'elles peuvent le faire. Parfois, c'est même des locataires. Donc, je vais les accompagner. Maintenant, quand des personnes ont besoin d'accompagnement dans ce type de choses, j'ai les partenaires qui permettent de traiter le désendettement, de la psychologie, de la gestion, même de l'argent. Parce que vous savez, quand on dit mettre de l'argent de côté, c'est important. Bah, si on n'explique pas pourquoi, c'est laborieux de mettre de l'argent de côté. C'est pas agréable. Ben, il faut pouvoir le faire surtout. Et il faut pouvoir le faire surtout. Mais quand on explique que si vous avez 10 et que vous devez 20, vous pouvez donner tout, mais vous serez toujours en situation compliquée. Et vous serez toujours proche de la pauvreté. Donc, psychologiquement, vous ferez des choix qui peuvent vous tirer vers le bas. Alors que si vous avez 10 et que vous payez 8 de vos dettes, mais que vous gardez 2, à chaque fois que vous gardez 2, vous créez une sorte de matelas psychologique qui vous éloigne de la pauvreté et qui vous permet de penser différemment. Et penser différemment, c'est se dire, je peux le faire. Je suis endetté, mais je peux le faire. Je peux même trouver une opportunité tellement intéressante que des amis avec moi vont pouvoir investir. Moi, je ne peux pas le faire directement. Mais mes amis vont pouvoir le faire, eux, avec moi. Et c'est comme ça qu'on commence à voir différemment les choses. J'avais un avocat, si vous voulez, je vous donnerai plein d'exemples, des anecdotes, j'en ai plein. Un avocat qui me disait, vous savez, M. Djekomenan, j'investis dans tellement d'opportunités immobilières, mais j'ai jamais mis 1 euro. Moi, mon job, c'était de trouver l'opportunité. Et quand je la donnais à des amis, je leur disais, voici l'opportunité, elle est bonne, fais les calculs. Par contre, moi, je ne mets pas d'argent
mais je rentre dans l'entreprise à 10%. Ah, c'est très intéressant ça, justement, parce que vous pouvez, par exemple, vous développer un capital qui sera important parce que vous avez trouvé une opportunité qui vous a permis d'acheter, par exemple, je dirais, beaucoup d'argent. Parce que je ne voudrais pas mettre un chiffre, donc, par exemple, une centaine de milliards de dollars, c'est là. Donc, vous avez ces dollars, donc vous dites, avec ça, vous avez un capital important. Est-ce qu'à partir de là, on peut se dire qu'on a un capital qui est important et qu'on veut, par exemple, essayer d'investir quelque part sur un bien, par exemple, qui vous coûtera, par exemple, 130 000 dollars, par exemple, de dollars, et vous avez ce capital qui est là derrière. Est-ce qu'avec ça, on peut facilement aller voir les banques, dire, voici le capital que j'ai, est-ce que vous pouvez me prêter de l'argent, par exemple? Oui, mais en fait, on ne va pas dire, monsieur, est-ce que vous pouvez me prêter de l'argent? Parce qu'il faut comprendre la psychologie des banques. Les banques ne sont pas là pour les quémandeurs ou les gens qui ont des projets farfelus. Le banquier, quand on vient le voir, monsieur le banquier, j'ai telle opportunité, elle peut générer tant de revenus mensuels sur votre compte. Et elle peut générer tant de capital à la revente. Est-ce que ça vous intéresserait d'avoir ce type de capitaux dans votre banque? Est-ce que ce type de profil vous convient? Oui ou non? Oui, on y va. Non, on n'y va pas. Oui, on a du capital. Nous sommes un groupe d'amis. Nous nous sommes réunis. On a mis du capital. Mais bien sûr, on souhaite un financement intégral. Et cet argent, on peut le placer chez vous. Ou on peut mettre un apport. Mais vous savez très bien, monsieur le banquier, nous ne sommes pas là pour mettre tout notre apport sur ce type d'opération. Mais on est crédible. Ouais, c'est intéressant. Mais alors, je termine juste sur une chose. En France, on n'est pas forcément crédible parce qu'on a des gros capitaux. On est crédible parce qu'on a une situation professionnelle stable et qu'on a une gestion saine. Donc, le banquier a besoin des documents. Imaginez-vous qu'avec simplement des documents, le banquier peut vous prêter 200, 300, 400 000 euros. Eh bien oui, je réponds à votre question. C'est possible de faire ce type d'investissement, mais il faut simplement avoir l'entourage qui le permet, avoir la psychologie. Et si on a la psychologie pour ça, l'entourage nous suivra. Alors, j'ai une question de Pat Labs, Patrice Yancé, qui présente l'émission Parlons Pognon sur l'Afrique d'une seule voix. Entre-temps, je ne suis pas impressionné par la lumière qui s'arrête et qui s'allume. C'est mon appareil, je ne sais pas ce qu'il a, mais bon, ne vous fiez pas à ça. On est là en présence. Patrice Yancé demande, on peut acheter des villas et des maisons en Afrique. Pourquoi s'évertuer à faire construire alors que l'on n'a aucune certitude? Alors, préciser la question, s'évertuer à faire construire où? Des villas et des maisons en Afrique. Autrement dit, en fait, pourquoi ne pas acheter des villas et des maisons en Afrique? Et pourquoi en acheter ici, quoi? Est-ce que ce n'est pas plus simple, là-bas? Alors, je vais expliquer les choses encore plus simplement que tout à l'heure. En Afrique, on investit avec son capital. Oui. Pas de capital, pas d'investissement. Parce que les banques, évidemment, c'est pas... Oui. Donc, ce n'est pas le propos. Okay? En France, on n'investit pas avec du capital, on investit avec les documents. Je travaille, je peux investir. C'est aussi simple que ça. Celui qui a 200, 300 000 euros de capital, oui, il peut construire des villas. Voilà. Ou bien on peut construire des villas avec 10 ou 20 ou 30 000 euros. Pas de problème. Oui. Mais c'est toujours les capitaux. Notre propre argent, ce qu'on a bâti avec notre salaire. Et surtout, je ne dis pas qu'on ne peut pas faire les deux. Je dis simplement que quand on investit en France, on a simplement à avoir une bonne gestion bancaire, financière, une activité saine, et le banque prête de l'argent. Ce qu'on fait de cet argent pour acheter du patrimoine, c'est une chose, mais si demain, on a généré du capital de cet investissement, il est encore plus facile, je dis bien encore plus facile, d'investir en Afrique. Je reprends encore l'exemple d'une membre du club. Ce qu'elle a investi à Zanzibar, c'est 2 villas de 100 000 euros chacune, donc 200 et quelques mille. Mais elle n'a jamais eu 200 et quelques mille dans son compte en banque. Elle a de bons revenus, mais pas de quoi mettre 200 000 euros cash. En France, on ne fait pas du business qui nous permet d'avoir des leviers à générer des sommes colossales. On va
salariés 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 euros. Comment on fait? On va construire un petit studio ou une petite villa sur 10 ans, 20 ans? Non. Non, non. On investit dans l'immobilier. On fait en sorte d'avoir un autofinancement. On revend ses biens immobiliers. On récupère du capital et on investit au pays. C'est très simple. On n'a pas à se restreindre. On a simplement à bien gérer sa situation financière et patrimoniale. Et je le redis bien, hein, on n'a pas besoin d'être millionnaire, on a simplement besoin d'avoir des choses simples, stables. De se fixer un cap. Évitons les prêts à la consommation. Évitons les jeux d'argent qui se voient sur le compte bancaire. Gérons bien nos comptes, 3 relevés de compte, 3 fiches de paye, un peu d'argent de côté, et je vais voir les banques, oui ou non, et je continue. Et plus je vais voir les banques, plus je vais savoir comment parler aux banques. Tout à fait. C'est une école. Merci, Stevens Djeko-Mendan. Je rappelle que tu es conseiller en stratégie d'investissement immobilier. Merci pour tes précieux conseils. On te retrouve tous les mardis, de toutes les manières, pour répondre aux questions des internautes, répondre aux personnes qui souhaitent investir ou ici en Europe ou sur le continent africain. Et si vous avez des questions à lui poser, vous nous les posez, hein, vous savez comment nous contacter sur Vox Africa. On vous laissera un numéro de téléphone. Et puis, Stevens, merci beaucoup. On se retrouve mardi prochain. Merci de l'invitation. Merci Charles et Carole, enchanté. Et oui, c'est un plaisir. Merci. Un plaisir pour moi, plaisir partagé. On se verra et on segmentera les sujets parce que les sujets sont tellement vastes. Oui. Que les questions qui seront posées permettront de créer des discussions autour de ces questions-là. Tout à fait. On pourra développer, aborder tout ça. On a le temps. On a le temps. Merci. Merci pour ton précieux temps, Stevens. À bientôt. À bientôt. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que ma lumière fait. Elle fait ça, elle clignote. Je n'ai pas envie de me battre avec ça. Ce qui est important, c'est que vous soyez dans la lumière, tous les deux. Donc, merci à nouveau. Alors, attendez, la technique, je suis là. Alors, on va mettre un peu de musique. La musique que tu as choisie, hein, Charles et Carole, que vous avez choisi tous les deux, c'est Rémunérateur, Faveur Moukoko, son fameux Wololololo. Même moi, je suis tombé fan de ça. On a fait une vidéo qui a fait marrer tout le monde. Donc, on va écouter, on va rappeler que cette musique ne nous appartient pas. Donc, il faut respecter le travail des artistes. On va wololiser un moment. Parler à mon papa, à rester indifférent à ma requête. Il ne m'a pas donné le dos, comme le monde le fait souvent. Ça fait boîte de nuit, effectivement. La lumière qui clignote, ça fait boîte de nuit. Il va rester indifférent à ma requête. Il ne m'a pas donné le dos, comme le monde le fait souvent. Il m'a vu, il m'a tendu la main. Il m'a vu, il m'a tendu la main, m'a sorti de cette fosse. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Rémunérateur de ce qui me cherche, la paix de sans force, tu es le repos de
Il ne nous appartient pas, mais vraiment, de ces belles paroles, de cette belle louange, cette magnifique louange. Voilà. Yes. Tu sais quoi, lorsque j'écoute cette musique, Oui. je me vois. Oui. Parce que ça me rappelle simplement que rien n'est jamais perdu. C'est que malgré les difficultés que l'on traverse, il y a toujours un moment où on se dit, tu as cette mûrière de lumière qui est là, que tu dis, Oui. c'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Amen. Et moi, c'est finalement seulement, ce qui est marrant, c'est que lorsque je traversais ce moment-là, j'avais à chaque fois des choix à faire. C'est que c'était des choix, je crois que c'était spirituel. Je ne savais pas, c'était plutôt spirituel parce que je devais choisir à chaque fois entre la vie et la mort. Entre la vie et la mort. Ah oui, c'est exactement cela. Et c'était vraiment tellement vrai. J'avais un côté d'abord la mort et la vie, il fallait que je choisisse. Et ça, c'est incroyable. Et puis, c'est tellement vrai. Mais à chaque fois, je choisissais la vie. C'est incroyable. Et je pense même qu'avant que je ne tombe malade, j'ai traversé pendant des moments où il y avait comme ces mêmes choix qui revenaient. Et puis, je me levais, je me disais, pourquoi j'écris ça? Pourquoi tout ça? Pourquoi je vis cela? Alors, et c'est après, justement, qu'il y a eu le décès. Alors, Charles, donc, on va expliquer ce qui s'est passé. Ouais. Il est arrivé un jour où tu as perdu le sens de la parole. Tu parlais pas, en fait. Tu n'arrivais plus à parler. Ça a commencé comme ça. Ouais. Mais je crois que moi, c'était au cours d'une conférence sur Facebook. Et puis, à la fin, au cours même de cette conférence, je me suis écroulé comme ça, subitement. Et là, à partir de là, je ne savais plus rien. Et c'est là où ma femme a pris le contrôle, où Carole a pris le contrôle. Et c'est après qu'elle m'a raconté ce qui s'est passé. Ouais. Et parce que j'avais tout perdu, pas eu de tout contrôle. Et puis, je ne parlais plus. Je ne parlais plus. Donc, c'est elle qui pourrait prendre le relais beaucoup plus pour vous expliquer. Parce qu'à partir de là, moi, je ne savais plus rien. Je ne savais plus où j'étais. Je ne savais pas ce qui se passait dans ma vie. Et je ne savais même pas les souffrances que je traversais. C'est elle, en fait, qui m'a tout rassemblé. Oui. Carole, on s'est appelé à maintes reprises pendant cette période difficile. Et ce qui m'a frappé, c'est quand tu m'as dit qu'à un moment, il ne te reconnaissait plus. Tu disais, c'est qui cette femme? C'est ça. C'est vrai. Alors, bon, on va peut-être aller… oui. Ça serait… Parce que c'est toi, en fait, le témoin principal. Voilà, je suis le témoin principal parce que Charles, le Charles que vous avez devant vous aujourd'hui,
du souvenir, sauf qu'en même temps, c'est par cliché. Et ça va être vraiment les moments, lui, qu'il a vécu et qui l'ont le plus marqué, je parle dans la maladie. Ça, il va s'en souvenir. Mais par exemple, ce dont il vient parler, ce dont il vient de parler, ce n'est pas le début de la maladie. Ce n'est pas le début. Donc, je suis vraiment, l'ayant accompagné, évidemment, je suis capable donc de le remettre tout le temps dans le texte, témoigner. Alors, tout commence, ça commence par une embolie pulmonaire au mois de juillet. Bon, voilà, classique, hein. Il est soigné. Et on arrive au mois de septembre où un samedi, il a une formation qu'il s'apprête à aller faire et il monte dans la voiture et s'apprête à prendre sa voiture pour démarrer. Et tout d'un coup, voilà, avant de démarrer le moteur, il a un trouble de la vision et tout tombe comme si un château de cartes tombe devant lui. Enfin, il a un trouble de la vision, des morceaux de puzzle qui se brisent et il sent qu'il ne va pas bien. Donc, il redescend de la voiture et essaye tant bien que mal de retourner à la maison. Et sans t'énerver, justement, parce que la veille, lorsque j'ai mal de tête qui me prend. Voilà. Et puis, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, je me dis, tu dis, écoute, chérie, j'ai mal à la tête. Et donc, on me donne du paracétamol pour calmer tout ça. Comme on le fait en général, un mal de tête, paracétamol. Le lendemain, je me réveille, je me sens bien, je vais faire du sport. Et puis, je dis, tiens, j'ai une formation, donc je vais y aller. Et donc, c'est en me levant, en tant que de monter dans mon véhicule, que là, subitement, tout s'embrouille dans ma tête. Je vois que tout ce que je rencontre se travaille comme des pistes de poisson qui tournent autour de moi dans tous les sens. Heureusement encore que je n'avais pas pris la voiture. Voilà. Et je rentre à la maison, je sors de l'hôtel, je rentre dans la chambre, je vais m'asseoir et j'ai une autre fille qui est là et je lui demande, tu veux que j'emmène maman? Parce que entre ce moment-là, et Carole, elle se trouvait donc à Ottawa. J'avais une conférence également. Très tôt le matin. Voilà. Malgré son mal de tête qu'il avait vraiment dérangé toute la nuit, pratiquement. Le matin, vers 8 heures, il m'a dit qu'il allait mieux, que le paracétamol avait agi. Donc, moi, j'avais une conférence à une centaine de kilomètres. Je suis partie. Et puis, en arrivant, je l'ai rappelé, il allait bien. Et ce n'est que vers 11 heures, donc voilà, en fin de matinée, que tout a commencé. Donc, j'ai dû revenir. Voilà. Bon, j'ai dû revenir. Heureusement qu'il n'était pas seul à la maison. Donc, les secours ont été appelés et il a été emmené à l'hôpital. Ça, c'est vraiment le premier épisode au niveau de la tête. C'est vraiment le premier épisode au niveau médical, au niveau de la tête. Et donc, ils font tous les examens, mais ne comprennent pas pourquoi il y a eu ce trouble de la vision, parce qu'en fait, les résultats des IRM et des radios qu'ils ont fait ce week-end-là ne montrent absolument rien. Donc, ils nous renvoient à la maison. Donc, on ne voit rien du tout. À l'hôpital, on dit, on ne sait pas ce qu'il a. Non. Voilà, c'est ça. Ils ne savent pas, bon, ils l'ont stabilisé et puis ils lui ont calmé son mal de tête avec une perfusion et il va mieux. Donc, ils nous renvoient à la maison. Nous rentrons donc, nous sommes restés le samedi, le dimanche, ils l'ont gardé en observation. Nous sommes rentrés donc le dimanche soir, nous sommes rentrés à la maison avec des examens à faire pour essayer d'approfondir donc dans la semaine qui suit. Oui. Et puis, voilà, chose que l'on fait. Et il ne voit rien. Donc, il lui donne un certain traitement pour la tête, pour calmer et faire redescendre un peu la tension qui était montée. Voilà, donc ça nous amène ensuite au mois suivant, au mois d'octobre, où pareil, ça commence par un mal de tête, très violent, un samedi, là encore. Alors, tout y passe, paracétamol, glaçant, glace sur la tête, tout y passe et puis ils se sont… Tu as vraiment mal, Charles, très très mal. Oui, j'ai très mal. Et puis je comprends pas ce que j'ai. Et puis ce qui est marrant, c'est que moi je commence à voir un peu les troubles de vision parce que je ne reconnaissais plus rien autour que moi. Et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, d'ailleurs, c'est là justement où toi tu interviens, où tu viens maintenant prendre le relais parce que moi, autour de moi, autour de moi, c'était étrange, je ne connais plus rien, je ne connais plus personne, et puis voilà, c'est parti de là.
Alors, ben, nous sommes, voilà, comme des personnes normales dans notre vie de prière aussi, hein, quotidienne. Mais la santé dérange, la santé dérange. Et on se demande pourquoi la santé dérange. Charles est quelqu'un de sportif qui fait de son mieux pour vivre sainement. Il ne boit pas, il ne fume pas, il fait attention à ce qu'il mange. En tout cas, il ne prend aucun médicament. Il ne prend jamais aucun médicament. Les médicaments sont rentrés dans sa vie vraiment à cause de l'épisode de la maladie. Voilà, donc là, nous sommes au mois d'octobre. Et donc, ce samedi-là, il reçoit vers 15 heures, donc 15 heures de Montréal, c'est 21 heures de France. Il reçoit un appel qui lui annonce une nouvelle qui vient le bouleverser, qui n'arrange pas les choses. Voilà, qui vient du pays. Et puis, ça le dérange, ça le bouleverse, ça le perturbe. Et donc là, jusqu'à 20 heures, il ne veut pas manger. Il n'a pas faim. Et je force, voilà, il ne mange que vers 20h30, 21h, je dirais, il mange. Et ensuite, bon, il a toujours mal à la tête, toujours mal à la tête. Et décide donc d'aller se coucher. Et c'est vers 22h ce soir du 9 octobre 2022 que là, tout bascule et qu'il devient complètement incohérent. Il redescend me voir pour me dire qu'il n'arrive pas à éteindre la lumière, qu'il entend du bruit, il entend des gens parler, que je dois les faire taire et tout. Bon, bref, c'est ça. Donc, je comprends tout de suite que ça ne va pas. Voilà. Et là, je comprends que ça ne va pas. Et toi, comment tu te sens à ce moment-là? Parce que qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu as de la panique? Dis-moi, Carole. Bon, moi, je suis quelqu'un, naturellement, je suis quelqu'un de calme. Vraiment, il en faut beaucoup pour me mettre en panique, en fait. Et ça a toujours été, même avec les enfants plus jeunes, hein, je veux dire, un enfant va avaler un bonbon de travers. Je ne veux pas penser tout de suite au drame. Je vais essayer de réfléchir pour savoir qu'est-ce que je peux faire. Naturellement, je suis comme ça. Donc, c'est vrai que de le voir dans cet état, me répondant, voilà, sans cohérence, je me suis dit, il ne va pas bien. Et la première des choses pour moi a été d'intercéder, de rentrer en prière. Et j'ai intercédé tellement fort sur le coup, en chassant, pour moi, c'était ça, ce démon qui venait déranger. Notre dernière est descendue. Elle est à tel point. Elle est descendue pour voir ce qui se passait, parce que ça, on ne crie jamais à la maison. Donc, tu as vraiment prié fort pour chasser ce démon-là. C'est ça, ce démon-là. Et je savais qu'il y avait quelque chose. Et notre fille est là et elle comprend tout de suite aussi que ça ne va pas. Et il ne la reconnaît pas. Donc, je lui demande, parle-lui, demande-lui de savoir qui tu es. Alors, il sort son petit nom, mais il n'est pas capable de l'identifier vraiment. Donc là, je me dis, ça ne va pas. Et là, je me dis, il faut absolument qu'on aille pour l'hôpital, qu'on parte pour l'hôpital. Et c'est ce que je fais rapidement, je l'habille. Il est pratiquement là, le temps, tu sais, il est pratiquement minuit et demi par là. Donc, je me dis, si j'appelle l'ambulance, je ne sais pas dans quel hôpital on va l'emmener. Et pour moi, je ressens très fort de pouvoir l'emmener là où il était le mois précédent, le mois de septembre, par rapport à son trouble de la vision. Je dis, il faut que je l'emmène donc dans cet hôpital qui le suit, en fait, qui a son dossier. C'est ce que nous faisons. Alors, sur le coup, Charles n'est pas cohérent dans tout ce qui est est-ce que ça va, comment tu te sens et tout, mais il veut prier, il veut qu'on loue, il veut qu'on chante des louanges, il me demande même, il m'amène, il commence certaines louanges, je n'ai pas capable de poursuivre. Et voilà. Donc, mais il y a quand même la volonté, c'est ce qu'il disait au départ. C'est ça, voilà. Et donc, jusqu'à l'hôpital, c'est 40 minutes de route. Donc, voilà, moi, à la grandeur qu'il a, donc je l'habille, je le chausse et puis je le mets dans la voiture et nous nous dirigeons vers l'hôpital. Et je ne veux pas qu'il s'endorme parce que je ne sais pas ce qu'il a. Il est incohérent, je ne sais pas ce qu'il a. Donc, je ne veux pas qu'il s'endorme sur le chemin, surtout que je suis seule avec lui dans la voiture. Donc, je le motive, je le maintiens éveillé. Et nous arrivons à l'hôpital. Et là, ils le prennent tout de suite. Alors, je ne sais pas s'il se souvient de cette
cette première grosse hospitalisation qu'il a vécue en octobre 2022, parce que c'est là que commencent donc ces fortes crises qu'il a eu à faire ensuite une fois par mois à compter du mois d'octobre 2022 jusqu'au mois de février 2023. Une chose est certaine, c'est que lorsqu'on a sur le chemin de l'hôpital, lorsqu'il s'agissait par exemple de discussions de tous les jours, je ne me souvenais pas du tout. Je n'arrivais pas par exemple, à m'exprimer normalement. Mais quand, par exemple, il s'agissait de roulance, et là, j'étais conscient que j'arrivais à changer, j'arrivais à chanter, et c'était tout. Et lorsqu'on arrive donc à l'hôpital, et puis c'est donc... Alors, c'est dans la nuit, donc ils le prennent tout de suite en charge, évidemment, et tout. Ils l'emmènent tout de suite, je lui parle de son mal de tête et tout. Et tout de suite, ils lui passent un IRM. Ils reviennent avec le résultat au bout de 20 minutes. C'était très rapide. Et pour nous dire que non, il n'y avait pas de changement par rapport à l'IRM qu'il avait fait le mois précédent. Donc, c'est ça. Et il n'y a rien. Bon, donc on l'installe en chambre. Et à un moment donné, vers les 2 heures du matin, chez nous, donc 4 heures, je pense 4 heures française, je dirais 2 heures. En tout cas, je dis ça comme ça, je ne sais plus, je pense. Bon, donc du coup, j'entends un bruit, un gémissement. Et je suis dans la pénombre parce que la lumière est éteinte dans la chambre. Je vois, il est couché et il est perfusé. Donc j'entends un gémissement, je tourne ma tête vers lui et je vois qu'il s'est relevé, il a relevé sa tête et là j'entends un cri d'étouffement, comme s'il s'étouffe. Alors moi je suis en panique parce que je ne sais pas ce que c'est, je cherche la lumière, je suis dans la chambre, tu vois, et je me dirige simplement vers la porte, j'ouvre la porte et je crie à l'aide pour que quelqu'un arrive, les infirmiers, le personnel médical arrivent rapidement. Et Charles est en crise, il est en crise d'épilepsie et c'est une forte crise qui le secoue de tout son corps et il retombe en arrière. Et c'est le moment où je te dirais, parce que là, ils sont arrivés très, très, très rapidement par la grâce du Seigneur, ils l'ont pris en charge et puis ils sont partis avec lui. Et je me suis retrouvée dans la chambre vide. Ils sont partis avec le lit, lui sur le lit, je ne sais pas où il l'a emmené. Je me suis retrouvée seule dans la chambre. Et c'est le moment où, je ne sais pas comment on va analyser ça spirituellement parlant, c'est ce soir où j'ai vu dans ma vision, c'est Charles allongé dans un salon funéraire, habillé en blanc. Et j'ai crié non. Et j'ai dit, Seigneur, ce n'est pas de toi. Et c'est ça. Et là, je suis tombée par terre et j'ai compris, et c'est à ce moment-là que j'ai compris ce que le Seigneur nous demande, je dirais même dans Philippiens 4, 6, ce passage qui dit, ne vous inquiétez de rien, mais dans toute chose, demandez au Seigneur, demandez à Yahvé, non, même pas avec foi. Il demande qu'on s'adresse à lui par des prières et des supplications avec des actions de grâce. C'est là où je comprends que j'ai besoin du Seigneur pour cette situation. Et donc, au bout de quelques minutes, on vient me chercher pour me dire que le docteur veut me parler. Alors je me suis dit, veut me parler, j'ai dit, vas-y. Et c'est quand je viens vers le docteur qu'il me dit, bon, voilà, madame, vous n'avez jamais assisté à ce genre de crise. J'ai dit non, il n'en a jamais fait. Je dis non. Et il m'a dit, bon, on a réussi à le récupérer, on va tenter de le stabiliser. Et Charles est branché de partout. Donc, c'est là que commence vraiment cette série de crises qu'il a faites, dont ils ne savent toujours pas, à ce moment-là, l'origine, en fait. Parce qu'il vient de faire cette crise après les résultats d'un IRM qui n'a rien montré, comprenez? C'est incompréhensible. Alors, moi, j'aimerais vous poser la question, et surtout à toi, Carole, parce que l'émission s'appelle « Comment surmonter l'insurmontable ». Ça veut dire qu'il y a des femmes dans cette situation-là qui diraient « ben non, moi, je ne peux pas gérer, je l'abandonne. On est mariés pour le meilleur et pour le pire, mais là, ce pire-là, je ne le supporte pas ». On a vu des couples
des femmes ou des hommes quitter leurs compagnons dans cette situation parce qu'ils ne savent pas gérer, pas forcément parce qu'ils n'aiment pas, mais parce qu'ils ne savent pas gérer. On peut être complètement désorienté, on se pose des questions. Quand on n'a pas la foi, c'est peut-être encore plus compliqué. Est-ce que votre amour a vacillé? Est-ce que tu as eu des doutes? Raconte-moi, raconte-nous. Alors, premièrement, je m'entoure au niveau spirituel. C'est la personne que je suis. Je m'entoure et le Seigneur met sur mon chemin les personnes qui nous accompagnent dans la prière à travers le monde. Tu en fais partie. À travers le monde, une chaîne de prière secret pour Charles. Et je ne me sens pas seule à ce moment-là. Je ne me sens pas abandonnée. Je suis dans un combat, mais je ne me sens pas seule. Et je suis en permanence accompagnée dans la prière avec toutes ces personnes qui se reconnaîtront. Hein. Ça, il faut les citer. Ouais, certains, ouais. Voilà. Donc, vraiment, ils sont là. Ils sont présents. Donc, il faut s'entourer. Je parle à mes sœurs, je parle aux femmes. Moi, pour ma part, on est entouré d'enfants qui sont tous je veux dire adultes, mariés pour la plupart. Et nous vivons avec nos 2 dernières ici qui sont encore à l'école. Voilà. Donc, ils sont dans leurs occupations au quotidien. Alors, le quotidien, moi, je le vis vraiment au chevet de Charles. Au chevet de Charles. Et c'est beaucoup de responsabilités. Il y a la responsabilité au niveau médical, les médicaments qu'on veut accepter, qu'on ne veut pas accepter, ces décisions à prendre. Il y a le quotidien qui continue. Il faut tenir la maison, les finances et tout ce qui vient avec. Et je dirais que sans cette part de spiritualité dans notre vie, c'est pratiquement impossible. C'est pratiquement impossible. Pour nous, ici, nous sommes en plein hiver. Déjà, nous sommes en plein hiver. Je dois donc sortir en plein hiver. Je passe mes journées à l'hôpital. Je dois m'occuper de mon époux qui a perdu toute autonomie sur le moment. Et donc, ce n'est pas facile. Mais non, je ne me pose pas la question, peut-être parce que je suis entourée, peut-être parce que je suis équipée de cette force en moi et de cette foi que j'ai dès le départ qui me dit rien n'arrivera, pourquoi veux-tu t'inquiéter? Mais je dirais aux femmes, ne soyez pas seules. Parlez-en, demandez de l'aide, faites-vous entourer, parce qu'être proche aidant, c'est très, très, très prenant. C'est très... à la limite, on s'oublie. Alors, naturellement, dans une relation, quand ça se passe bien, ben, on donne beaucoup, on s'oublie. Et quand la maladie arrive, c'est 2-3 fois plus fort, plus intense. Donc... Est-ce que tu sais, pour les hommes également, ça s'applique aux hommes? Bien sûr. Parce qu'un homme qui n'a pas une femme, qui n'a pas autour de lui du soutien, c'est compliqué. Parce que tu perds toute autonomie, tu ne sais pas du tout, tu es dans ta propre maison par exemple, tu ne sais plus du tout où ce qui est à toi, tu vois, tu n'as plus de repère. Et moi je pense qu'avoir quelqu'un qui te soutient, qui est derrière toi, qui croit en toi, qui te replie, comme le cas de ce que Carole faisait, qui me disait, écoute, courage, même si elle pleurait, mais devant moi, elle n'a jamais montré des moments de faiblesse. C'est pour ça que moi j'appelle la force transvéhique, parce qu'elle était toujours présente, elle était toujours là, quoi. Elle n'a jamais baisé les bras, jamais. Ça, c'est incroyable. Il m'est arrivé de sortir de l'hôpital et d'être au volant de ma voiture et de craquer, et de me dire, mais qu'est-ce qui m'arrive en fait? Pourquoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Mais en tout temps, je me suis ressaisie et j'ai dit, Seigneur, ce fardeau est le tien, je le dépose à tes pieds. Ce fardeau est le tien. Et je n'avais pas le choix. Sinon, je n'aurais pas pu apporter cette force dont Charles avait besoin. Je savais pertinemment qu'il allait s'en sortir, mais il avait donc besoin d'être rassuré
Il avait besoin de se l'entendre dire constamment, et ça a été ça tous les jours. Il pleurait pourtant, et ça fait du bien de pleurer, parce que surtout, je ne pouvais pas me mettre à sa place. Je ne savais pas ce qu'il ressentait, la douleur qu'il ressentait, parce que la dernière hospitalisation a duré 5 mois quand même, et ça, c'est de février au mois de juin 2022. Il est resté 5 mois à l'hôpital. Et donc, il est passé par la paralysie, il est passé par le coma artificiel. Charles a beaucoup souffert, sa tête a beaucoup souffert. Donc, quand il revenait, il y a ces moments où il revenait et il n'était vraiment pas tout à fait là, il ne me reconnaissait pas. Quand je dis il ne me reconnaissait pas, c'était pas seulement, non, c'était pas qu'il ne me reconnaissait pas physiquement, c'est-à-dire il me voyait comme la personne qui venait le combattre et non la personne qui était là pour le soutenir, pour le soigner. Et ça a été très, très, très difficile. Ça a quand même duré environ 2 mois et demi. Ou à tel point qu'à un moment donné, il ne veut même pas que je lui donne à manger. Parce qu'il a peur que je l'empoisonne. Alors, le traitement. Charles, tu es un ressuscité. Tu viens de très, très loin. Ouais. Comment, aussi bien à l'hôpital que par un autre moyen, tu as pu te rétablir? Moi, je pense que ça s'est fait d'abord par la force en moi. Et je me souviens encore d'un ami, si je peux le suivre aussi, va certainement me reconnaître, Roger Ratanga, qui me disait même, tu as pu t'en sortir parce qu'à cause du sport que tu as toujours fait. Et je crois que ça m'a donné cette force en moi. Et il y a d'abord eu cette force de caractère, de caractère. Et là, vous voyez même que jusqu'à présent, j'ai encore les stigmates de ce que j'ai vécu. Oui. Il y a certains mots que je n'ai pas la possibilité de promettre. On appelle ça au niveau voilà. Médical, on appelle ça l'aphasie. Il va y avoir des mots qu'il ne va pas être capable de prononcer correctement. Et ça a duré quand même quelques mois. Et jusqu'à présent, j'ai encore, mais il faut qu'aujourd'hui, je m'explique quand je m'entends par rapport à ce qu'il y a encore quelques mois. Il y a une grande différence. C'est pour ça que je demande par exemple à Juraki, à Eugénie, à Juraki, je dis que sois présente avec moi, je serai de recours parce que c'est pas tu m'as entendu peut-être parler encore quelques mois, mais je n'arrivais pas du tout à m'expliquer, j'arrivais pas du tout. Et moi, ça me frustrait parce que autour de moi, dans ma tête, je m'entendrais, je savais ce que je disais, mais autour de moi, les gens ne comprenaient pas ce que je disais. Ils me disaient à chaque fois, oui, mais qu'est-ce que tu as dit? Et le fait de leur demander de répéter ce que je disais, ça me frustrait. Tu vois ce que je veux dire? C'était plutôt compliqué. Oui. Alors, Charles a traversé plusieurs mois, premièrement, paralysé du côté droit. À cause, ça, c'était pas à cause de la maladie, ça a été aussi beaucoup à cause des médicaments qui lui ont été donnés. Vu qu'il ne savait pas trop ce qu'il avait, mais que c'était la tête qui était touchée à première vue. Voilà. Il a eu des médicaments à base de stéroïdes qui sont des médicaments très, 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 très intenses, très forts et qui ne peuvent pas être donnés plus de 5 mois. Donc, lui, il a frappé quand même le 6 mois avec ces médicaments qui, en fait, pour lui, empêchaient qu'il fasse les crises d'épilepsie. Ces crises d'épilepsie, donc, au niveau médical, il voulait vraiment neutraliser ces crises-là. Sinon, ce sont ces crises qui bousculaient en fait son cerveau et qui apportaient toutes les séquelles ensuite, donc paralysie, perte de la parole et ainsi de suite, surtout que lui, c'était le côté gauche. Donc, en fait, ce n'est qu'au bout de 4 mois et demi qu'il décide donc de lui faire une biopsie du cerveau et que là, il diagnostique donc cette maladie qui s'appelle l'amyloïdose, une maladie auto-immune, orpheline, on dirait, qui arrive comme ça. Alors nous, évidemment, on se regarde puis on se dit, oui, à 66 ans,
67 bientôt. Comment ça, une maladie auto-immune qui apparaît de nulle part, un sportif et tout. Voilà, bon, bref, on l'accepte, on l'accepte. On l'accepte, mais on lui dit à cette maladie, on ne te laisse pas d'espace non plus, on ne va pas te venir, on ne va pas accepter que tu viennes nous pourrir la vie. Et on se dit, on s'abandonne carrément au Seigneur. Et je dis à Charles, je dis, on n'a pas le choix, il faut qu'on fléchisse nos genoux. Le Seigneur, de toutes les façons, voit cette condition et sait pourquoi tu es dedans. Et je l'encourage. Et tous les jours, nous prions et tous les jours, nous sommes forts. Et nous comprenons maintenant au sein de l'hôpital qu'il faille vraiment prendre le dessus parce que c'est une chimiothérapie qui se présente pour, soi-disant, venir à bout comme solution pour stopper les crises d'épilepsie. Alors moi, je sais déjà que Charles n'est pas quelqu'un qui aurait accepté la chimiothérapie parce qu'il se retrouve aussi dans une condition où il ne peut pas porter un consentement éclairé puisqu'il ne parle pratiquement pas. Il est pratiquement plus là. Donc, c'est à moi de prendre cette responsabilité qui est énorme parce que c'est aussi une responsabilité que j'avais un peu égoïste, le choix que j'aurais à faire. Ce n'est pas ma vie, ce n'était pas ma vie, c'était sa vie. Et puis, c'est l'enfant d'une famille, c'est un père de famille. Et voilà, donc il fallait vraiment, il fallait faire le bon choix. Donc, ton micro, Jenny, on ne t'entend pas. On ne t'entend pas. Oui, donc en fait, tu t'es tourné vers la médecine, vers une autre forme de médecine. Alors voilà, donc c'est à travers mes contacts avec nos frères et sœurs qui constituent cette chaîne de prière à travers le monde que nous sommes approchés, que nous est proposé la biothérapie cellulaire en fait. La biothérapie cellulaire. Oui, la biothérapie cellulaire, ça veut dire que c'est la thérapie, c'est la reconstruction des cellules à base de produits naturels qui sont des fruits ou des légumes rares et qui viennent se déposer dans la cellule mère, notre cellule mère, dans la moelle osseuse et qui permet de reconstruire les cellules du corps, de reconstruire les cellules des organes et voilà, le corps à ce moment-là, peu importe la pathologie, reprend vie, les organes reprennent vie. C'est donc ce qui a amené Charles à récupérer, à retrouver donc la santé. J'ai donc refusé, on en a parlé tous les deux de cette fameuse chimiothérapie. Ouais. J'ai pris le soin de prendre d'autres avis médicaux du côté de la France d'ailleurs. Oui. Et puis on m'a dit ça va être ça. Je veux dire, avec ses conséquences, une chimiothérapie, ça c'est peut-être ses avantages pour certaines personnes, mais les inconvénients aussi. Et Charles est complètement immunosupprimé vu qu'il est sous ces stéroïdes qui l'ont complètement mis HS. Donc, je me dis, si on rajoute par-dessus une chimiothérapie, on se dit, ça va être la fin. On ne va pas le faire, oui. Voilà. Et donc, plus ça va, mais dans la prière aussi, on a ce réconfort que ça va aller. Alors, le Seigneur ne fait qu'ouvrir des portes du côté de la thérapie naturelle. Il y a une autre sœur qui me parle d'un centre de thérapie au Bénin et je me dirige vers ça. Je prends les renseignements, je fournis le dossier médical de Charles au propriétaire de ce centre qui me parle en détail, avec précision. Lui, il fabrique des tisanes pour soigner plusieurs maladies, plusieurs pathologies, des cancers et autres, insuffisance rénale, hypertension en tout cas. Mais la maladie de Charles, c'est l'amyloïdose, qui est quand même une maladie auto-immune, une maladie orpheline qui n'est pas connue, que même ici ne maîtrise pas du tout. Mais il me parle dans les mêmes termes que ceux que j'entends à l'hôpital. Et il me
donne avec précision le rôle de chaque tisane. Il y en avait 3 qu'il avait pour Charles, et il me détaille vraiment. Alors je suis émerveillée, je bénis le Seigneur, je dis, mais voilà, la probabilité que je tombe sur ces 2 produits, si ce n'est que par la grâce du Seigneur, voilà, donc je les commande, et parallèlement au traitement qu'il prend, puisque c'est naturel, je me dis, je soigne mon époux à l'hôpital, tous les jours je suis là, une fois que j'ai reçu ces produits-là ici, je les ai reçus par DHL, alors il y en a qui venaient du Bénin pour les tisanes, et la partie biocellulaire, la thérapie cellulaire venait du Cameroun. Donc, j'ai reçu ces produits-là avec moi et je le soignais tous les jours. J'étais accompagnée par les thérapeutes qui me disaient comment lui donner. Et voilà. Il avait une posologie à suivre. Alors, quel enseignement, pour conclure cette émission, quel conseil vous donnez à des couples qui traversent sûrement ce que vous traversez en ce moment? Il y a sûrement des hommes ou des femmes qui sont hospitalisés, qui sont atteints d'une maladie dont ils ne comprennent pas la source, l'origine, qui les paralysent, qui les réduisent, qui créent beaucoup de problèmes, des doutes, des questionnements. Il y a aussi la question financière aussi. Alors, quand je vous entends tous les deux, et ça transparaît dans votre vie, dans votre parcours, c'est que vous êtes toujours entourés. C'est comme si vous aviez un halo d'anges gardiens autour de vous. En tout cas, c'est l'image que j'ai toujours eue de vous. Et donc, vous ne vous êtes jamais senti abandonné. Vous n'avez jamais d'ailleurs été abandonné. Il y a eu forcément des pleurs, de la crainte, mais Dieu a toujours été présent. Dieu est toujours présent. Vous vous abandonniez vraiment à Dieu. Mais pour les couples qui sont dans votre situation actuellement, qu'est-ce que vous leur dites? Jamais baisser les bras. Ne jamais baisser les bras. Il faut y croire. Moi, je pense qu'il faut être bien entouré. Avoir une personne, que ce soit un homme ou bien une femme, qui soit de votre côté, et qui soit toujours là, qui se disent, ouais, ça ira. Parce que, comme disait tout à l'heure, tu donnes un passage justement de la Bible qui disait que lorsque l'on demande, le Seigneur va toujours répondre. Et moi, je pense que ça a été la partie donc, qui nous a permis de tenir et qui nous a fait croire et qui nous a permis de faire tomber, de rencontrer ce monsieur qui est au Bénin, et qui ça nous a permis d'abord de rencontrer au départ une personne qui nous a mis en contact avec cette personne-là et tomber sur justement cette médication qui nous a été proposée et qui nous a permis justement de tenir la route. Donc, en même temps de ce que nous proposait à l'hôpital, on a aussi suivi cette médication qui était proposée par ce monsieur-là. Alors, pour parler au couple, je dirais simplement que l'amour est un pouvoir. L'amour agapé est un pouvoir. L'amour est un pouvoir. L'amour a beaucoup de pouvoir. Et ce commandement de Dieu qui nous demande de nous aider, de nous aimer les uns les autres, oui. C'est ça. Je pense que si nous avions été dans une situation conflictuelle, Charles et moi, ou dans une relation toxique, oui. Je ne pense pas qu'on aurait, que le Seigneur aurait trouvé sa place, que l'Esprit de Dieu aurait trouvé sa place pour faire son œuvre. Donc, c'est important lorsqu'on traverse, on a un conjoint qui traverse la maladie. Comme j'accompagne les femmes dans mon rôle de coach, je dis souvent aux femmes d'être à l'écoute, de se mettre en position d'écoute. Et là, j'ai eu besoin d'écouter parce que c'était beaucoup d'informations. C'était aussi beaucoup de décisions à prendre. Donc, ça prend de l'amour. Apprenez d'abord à vous aimer. Moi, je me suis dit, j'ai besoin d'être forte. Il a besoin de moi. Je ne pouvais ni tomber malade, je ne pouvais ni me décourager. Et je devais tenir le cap, continuer avec la vie quotidienne.
continuer avec la vie quotidienne en étant à l'hôpital tous les jours, toute la journée. Ouais. Je passais 3-4 jours à l'hôpital et je revenais à la maison pour voilà, me doucher, prendre une douche, cuisiner et tout ça. Et après, au fur et à mesure, j'ai changé, j'ai adapté les situations. Quand je sentais qu'il allait un peu mieux, je disais, bon, ben, je vais quand même je vais dormir à la maison. Et là, je changeais à chaque fois, j'adaptais en fait par rapport à sa situation. Et je ne pouvais, mentalement parlant, mes sœurs, mes frères, vous qui accompagnez votre conjoint malade, mentalement, vous devez être au top. On n'a pas le choix. Ça, ce n'est même pas négociable. On a besoin. Mais comment être au top? Donc, quand je dis au top, je sais bien entre guillemets, mais comment ne pas se présenter à l'hôpital triste pour décourager celui qui a besoin d'être motivé, encouragé. Parce que quand Charles pleurait, je lui ai dit tous les jours, je lui ai dit, je ne m'apitoierai jamais. Le jour où moi je vais pleurer avec toi, ce sera des larmes de joie. Ça ne veut pas dire que tu n'avais pas envie de pleurer, que tu ne pleurais pas. Je ne pleurais pas, mais je me retenais devant lui. J'avais de la retenue. Et en plus, pour pouvoir rester alerte avec tout ce dont on a en plus à s'occuper au quotidien, on ne peut pas baisser les bras. On n'a pas le droit de faillir. C'est là où vous allez être terrassé. Vous risquez de rejoindre le conjoint à l'hôpital. Donc, c'est vraiment un état d'esprit. C'est-à-dire que la maladie est là. Vous avez beau entendre, peu importe la gravité de la maladie. Peu importe la gravité de la maladie. Ce sont des mots scientifiques là. Ce sont des mots scientifiques. Cherchez les solutions. Informez-vous. Passez des coups de fil. Allez sur le net. Faites des recherches sur la maladie. Moi, j'ai beaucoup cherché sur cette maladie. Je ne la connaissais pas. Les questions que moi j'ai posées aux neurologues, ces réponses ne m'ont jamais convaincue. J'ai demandé l'amyloïdose. Combien de cas d'amyloïdose avez-vous déjà traité dans cet hôpital? C'était quand même l'hôpital neurologique. Donc, un hôpital spécialisé pour la tête. Tout ce qui concerne les yeux, la tête. Et le médecin me dit, en 25 ans d'expérience, j'ai peut-être vu 5 cas. J'ai dit, ça veut dire que vous ne maîtrisez pas cette maladie. Parce que Charles a eu l'amyloïdose du cerveau, mais il y a l'amyloïdose d'autres organes, du cœur ou autre. Lui, c'était le cerveau. Je leur ai demandé le traitement qu'il proposait, cette chimiothérapie. J'ai fait des recherches sur ce produit. Quand j'ai vu la liste des effets secondaires, je dis, mon époux il va y passer. Si ça rentre dans son corps, il va y passer. Il va y passer, il ne pourra pas tenir. Il était déjà trop faible, en fait. Donc, quand je demande au neurologue quels sont les effets secondaires du médicament, il m'en donne une partie, il ne me donne pas tout. Je rentre le soir à la maison, je fais mes recherches, je tape simplement effets secondaires, il m'a donné le nom du produit qui constituait cette chimiothérapie. Et je me rends compte qu'il ne m'a pas tout dit, soit parce qu'il ne connaît pas, soit parce qu'il s'est abstenu. Deux choses. Alors, le message que je veux passer, c'est que quelle que soit la maladie, la pathologie que vous avez, faites des recherches. Faites des recherches. Vous-même. Voilà, ne pas faire totalement confiance à l'hôpital, aux spécialistes, aux médecins, parce qu'ils ne savent pas tout. Même s'ils font des études, ils ne savent pas tout. Ce que je retiens aussi, c'est l'amour agapé, c'est important. Cette étape de votre vie vous a en fait a démontré que vous êtes un rempart. Et moi, je me dis, la leçon, c'est il faut vraiment bien choisir son compagnon, son compagnon de vie. En fait. C'est vraiment important. C'est la clé, quoi. C'est vraiment important. Cette situation vous a permis aussi de découvrir, de mettre en avant d'autres thérapies dont on ne parle pas souvent. Alors ici en France, en Occident, dès qu'il y a des maladies comme celle de Charles et d'autres, c'est la chimiothérapie, alors qu'en fait, il y a d'autres méthodes de guérison. Alors on comprend un peu, on ne va pas entrer dans ce débat-là, mais le système est fait de telle sorte que ça renforce le pouvoir des multinationales, des
voilà, des gens qui fabriquent les médicaments, on a bien compris ça. Et si ce qui arrivait à Charles venait d'une personne qui lui en voulait, parce qu'on en a parlé aussi, hein, est-ce que c'est quelqu'un en Afrique, est-ce que c'est voilà, un ennemi visible ou invisible, tout ça on a échangé par rapport à ça. Eh bien, à travers votre histoire, vous êtes les vainqueurs en fait, vous avez surmonté l'insurmontable. Au nom de Yeshua HaMashiach, c'est sûr. Prions à Yahvé véritable, Yahvé de notre Père, même, je dis, l'archevêque Cornelius Jean-Grégoire Mebamondo, avec qui nous grandissons spirituellement. Vraiment, ça a été une étape difficile, mais en même temps, qui aujourd'hui nous fait grandir. Ouais. Nous fait grandir. Moi, la conception de la vie, elle est tout à fait autre. Oui, c'est sûr. Alors oui, on était déjà dans cette dynamique, vu que nous sommes en développement personnel, d'accord, mais pour quelqu'un qui voilà, je dis une personne comme ça qui n'a pas commencé à travailler sur. Oui. Pour pouvoir traverser une telle étape, en se rendant compte que c'est de l'adversité. Il y a de l'adversité. Eh bien, il faut s'abandonner. Sans Dieu, on ne peut rien. Sans Yahvé, on ne peut rien. Nous, c'est ce qui a sauvé Charles. Hein. Honnêtement, c'est ce qui a sauvé Charles. J'ai essayé au tout début, par moi-même. Je me suis rendu compte que je ne pouvais pas porter ce fardeau. Je ne pourrais pas porter ce fardeau. Et c'est que lorsque j'ai pris la décision d'abandonner cela, que tout s'est ouvert. Quand je dis tout s'est ouvert, c'est-à-dire ce chemin qui m'amène déjà à prendre les bonnes décisions pour cet homme qui n'est pas capable de prendre les décisions pour sa propre vie. Je n'ai que les enfants avec qui nous nous retrouvons, nous nous réunissons pour en parler, pour savoir quelles décisions nous prenons. Chimiothérapie ou pas chimiothérapie. Ouais. À l'unanimité, par la grâce du Seigneur, tout le monde est d'accord que ce n'est pas chimiothérapie. Maintenant, il faut la solution alternative, vraiment. Et c'est là que le Seigneur ouvre les portes vers la thérapie cellulaire. Et alors justement, tu as peut-être un appel à lancer aux personnes, Carole, qui ont des maladies comme celle que Charles a eue, des cancers et autres. Toi, désormais, tu accompagnes des personnes à guérir grâce à la biotechnologie cellulaire, c'est ça? La biothérapie cellulaire, oui. Biothérapie cellulaire. Oui, j'ai appris à connaître, premièrement, les produits. Alors, ces produits donc, sont fabriqués par des chercheurs suisses et ils sont distribués à travers le monde, en Malaisie. Il faut en entendre parler, il faut connaître. Il y a des séances d'information, il y a des zooms d'information pour connaître ces produits-là qui soignent, je dis bien, toutes les pathologies, des cancers, de l'insuffisance rénale, vous avez l'hypertension, vous avez la sclérose en plaques. En tout cas, Charles, lui, c'est une maladie auto-immune rare et incurable au niveau médical. Ça, c'est le verdict qui nous a été donné, était celui-là. Ça veut dire que si c'est ce que nous avions suivi, Charles ne serait plus là aujourd'hui. Il ne serait plus là. Et nous sommes retournés à l'hôpital il y a 2 semaines pour dire bonjour. Et voilà, il faut toujours avoir de la reconnaissance pour les personnes de vous. Charles est en perte d'autonomie. Donc, ce sont ses équipes qui s'occupaient de lui, qui
j'aurais partagé un petit film, mais bon, là, on n'a pas pu l'intégrer. Mais en fait, toutes les étapes par lesquelles il est passé de sa paralysie à aujourd'hui, cet homme fort, oui, avec encore de l'aphasie, un petit peu de mots qu'il n'arrive pas à prononcer, mais pour le voir aujourd'hui par rapport à là où il était hier, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc oui, j'ai pris la formation sur la thérapie cellulaire et je suis distributrice aujourd'hui des produits phytosciences qui sont extraordinaires. Ouais. Donc, et tu as besoin de visiter l'hôpital quand on est parti à l'hôpital? Oui, alors voilà, donc notre visite à l'hôpital il y a 2 semaines, tout le monde était étonné de le voir sur pied. Et il y avait l'une de ses physiothérapeutes, l'une de celles qui l'a aidé à se lever pour la première fois, à se mettre debout, sans équilibre. Il fallait vraiment le tenir. Elle avait les larmes aux yeux, elle l'a pris en photo. Elle m'a dit, les gens ne reviennent pas de là où votre époux est revenu. Vous savez quoi? Vous allez m'envoyer les photos et on va les partager sur la page Facebook de la radio. Comme ça, les gens verront le Charles malade et le Charles aujourd'hui. C'est un vrai miracle. Un vrai miracle. Et il faut remercier le Seigneur. Amen. Amen. Parce qu'en fait, nous ne savons rien. Lui, il sait tout. Nous ne savons rien. Et quand on lâche prise, quand on lui abandonne justement notre charge, il prend soin de nous. Et ça, il faut vraiment le redire, le répéter. Le répéter. Voilà. C'est important de le dire. Alors, nous sommes infiniment reconnaissants. Nous avons beaucoup de gratitude pour toutes ces personnes que nous n'avons jamais vues, mais qui ont prié pour la guérison de Charles. Oui. À travers le monde. À travers le monde, je dis le Congo, Kinshasa, le Congo-Brazzaville, la France, le Gabon, la Côte d'Ivoire, c'est l'Amérique. Je veux dire, c'est mondial. Mondial. Ouais. Alors, ce que nous souhaitons, c'est que le Seigneur nous permette de rencontrer personnellement ces personnes-là. Parce que tu sais, c'est souvent de bouche à oreille comme ça. Exactement. Et tu te rends compte que l'amour de Dieu, c'est... Il y a Suzy Gandou qui dit « Quelle grâce, Dieu est bon ». Amen. Merci. Coucou Suzy. Voilà une sœur encore. Vraiment, nous avons bénéficié de la grâce du Seigneur, nous avons bénéficié de son amour et nous ne savons pas comment on peut vous le remettre, vous le rendre, mais le Seigneur, lui, le sait. Et que ce soit pour des générations pour chacun de vous, nous sommes infiniment reconnaissants et nous demeurons en prière, nous demeurons accrochés, nous sommes victorieux. Nous sommes victorieux et voilà cet homme-là qui est là, debout. Charles Choréré. Et je me sens fort. Je suis bien là. Et quand je revois justement le parcours que j'ai fait, et je vois où je me vois ici aujourd'hui, je me dis, c'est incroyable ça. Tu es un combattant. Tu es un combattant. Quand je vois les photos, je me dis, mais c'est pas possible. C'est moi, ça. Traverser ça. Parce que non, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable. Mais Dieu est vraiment bon. Dieu est vraiment bon. Le Seigneur est merveilleux et je pense que on a aussi aujourd'hui devoir et mission de partager ce que Paul Douana, c'est une grande victoire. Amen, amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, oui, c'est une grande victoire et nous avons le devoir aujourd'hui maintenant d'encourager, de redonner, pour redonner de l'espoir à exactement. Oui, traverse une situation difficile de son côté, que ce soit la maladie ou autre chose, n'abandonnez jamais. Il y a de la lumière au bout du tunnel. Toujours. Et le Seigneur ne nous fait jamais traverser des épreuves que vous ne pouvez pas surmonter. Voilà, qu'il pense qu'on ne pourra surmonter. Pas du tout. Au contraire, c'est pour
vivre le renouveau. Souvent, c'est ça, c'est pour Exactement. vivre, être une nouvelle personne et servir différemment, développer je dirais, développer vraiment une connexion encore meilleure avec le Seigneur. Ouais. Moi, c'est ce que ça m'a apporté. J'ai développé, je l'aime plus que tout, encore plus que Ouais. tout, encore plus que tout. Amen. Et ça m'a appris aussi cette épreuve à savoir poser le regard, à m'arrêter sur ceux qui ont besoin, encore plus que je ne savais le faire. Voilà. Donc, je pense que c'est vraiment important. Je te remercie vraiment infiniment d'avoir été là, d'avoir appelé, d'avoir pris des nouvelles de ton frère. Et vous êtes nombreux et nombreuses. Et vous savez que nous vous aimons de tout notre cœur. Nous vous aimons de tout notre cœur. Et c'est réciproque. Tous ces prophètes, ces prophétesses qui nous ont accompagnés, que le Seigneur vous élève encore plus dans vos ministères. Prophétesse Gaëlle, prophète Larèche, prophète Asser, pasteur Paul, pasteur Romuald, prophète José. Et vous êtes tellement nombreux. Je ne veux pas oublier qui que ce soit. Parce que vous savez que vous avez contribué. Le Seigneur vous a envoyé sur notre chemin pour faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Et nous bénissons son nom et nous lui disons merci. Merci pour cela. Soyez infiniment et richement bénis. Charles et Carole Choréré, merci infiniment d'avoir accepté de partager votre incroyable histoire. J'ai envie de dire ça. Mais si il y a eu cette chaîne de solidarité et d'amour dans le monde entier, c'est parce que vous constituez dans cette grisaille, dans ce monde qui est dans une phase, on a l'impression qu'il y a un voile épais qui s'est mis sur la terre, en fait. Il y a plein de pertes de valeur, aussi bien sur le plan des couples, en fait. Je regarde les réseaux sociaux, je me dis, mais que sont devenues les valeurs d'amour, d'entraide dans le couple, en fait? Je vois une génération des jeunes, en fait, hommes comme femmes, qui se posent des questions sur l'amour. Et là, si on est avec vous, c'est parce que vous constituez quand même un couple forteresse, un couple modèle. Et ça n'a pas de prix, en fait. Et donc, merci d'être là et merci d'avoir prouvé à la face du monde que quand on s'aime vraiment, quand on est tombé sur la bonne personne, rien ne peut ébranler un couple, en fait. Et voilà, c'est ce que je voulais dire pour conclure. Et je pense que le mariage est un engagement. Rien que la vie à deux, c'est un engagement. C'est un engagement. Lorsqu'on fait ses vœux, on dit pour le meilleur et pour le pire. Bon, ça devrait être pour le meilleur et pour le meilleur. Parce que même dans le pire, moi, j'ai trouvé qu'on a eu du meilleur. Puisque nous sommes aujourd'hui de nouvelles personnes, nous avons appris de nouvelles choses, nous avons découvert, peut-être nous nous sommes redécouverts et nous savons que jusque-là, jusqu'à ce que cela commence, nous avancions selon nous, chose que nous ne ferons plus jamais. Aujourd'hui, nous avons appris, nous avons senti que le Seigneur nous a stoppés, nous a arrêtés. Voilà, il nous a arrêtés dans notre dynamique, dans ce que nous étions pour nous montrer autre chose, pour nous montrer ce que lui veut que nous soyons. C'est vraiment comme ça que nous pouvons terminer avec toi ce soir. Et merci encore, Jésus. Merci. C'est moi, Charles. C'est moi. Merci beaucoup. Je remercie toutes les personnes qui ont regardé cette émission, qui vont la partager l'émission, parce qu'elle peut aider beaucoup de personnes dans la difficulté, des couples, des personnes qui cherchent Dieu. C'est important de montrer à quel point Dieu est présent, Dieu est puissant, Dieu est bon. Et il faut apprendre vraiment à déposer nos valises, déposer nos bagages. Il nous aime comme un père et c'est ça, en fait, le message principal que son fils est venu nous donner sur terre, quand il est venu sur terre.
ceux qui vont nous contacter. Sachez vraiment lever les yeux vers la montagne. C'est de la montagne que vient le secours. Voilà. Alors, j'ai le téléphone de Carole, si vous voulez la contacter. Je l'ai mis je vais l'épingler pour ceux et celles qui voudraient, qui vivent une période difficile sur le plan de la santé. Il y a d'autres alternatives. On ne dit pas de ne pas se soigner à l'hôpital. C'est parce qu'il y a d'autres alternatives et il faut le faire. Je pense que l'une des raisons pour lesquelles Charles et Carole ont été dans cette tempête, c'est Dieu qui a. Je pense que c'est un message aux humains pour dire qu'il n'y a pas que la chimiothérapie, il y a d'autres moyens pour se guérir. Voilà. Oui. Le téléphone, c'est le 1. Plus 1, oui, plus 1, 514. Oui. 463, 57 07. Voilà. Alors, on va les taguer. Plus 1, oui. Plus 1, 514, 463, 57 07. Voilà. Merci infiniment. Merci à toi. Beaucoup. Sois richement béni, ma sœur. Amen. À bientôt. Much love à tout le monde. Soyez bénis et que le Seigneur vous protège. Tous et chacun. Merci d'avoir été là. Merci pour votre temps. Merci beaucoup. Bye. Bye bye. Bye.